Dans les années 80-90, il y a eu toute une vague, une petite vague, mais une vague néanmoins de films de genre néerlandais, des Pays-Bas, avec The Lift, Amsterdam, etc. Puis ces films-là, ils ont tous quelque chose en commun. Notre film d'aujourd'hui, c'est un film de cette vague-là, un des derniers en vérité. Ce film-là, c'est Les Johnson de 1992, un film assez dur à trouver. Je dois vous l'admettre, là. Il va falloir que vous creusiez pour trouver une copie de celui-là, mais qui vaut la peine de creuser. C'est un film Lovecraftien, puis avec cette touche des films néerlandais dont je viens de parler, le truc un peu spécial, puis que je vais vous décrire essentiellement aujourd'hui. Les qualités de ce film-là, c'est un peu les qualités de cette vague-là, un mélange d'originalité et de maladresse, etc., mais avec vraiment une saveur particulièrement là, unique qu'on ne rencontre d'une certaine manière que dans ces films-là. Mais avant d'entrer dans les qualités des Johnson, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça commence avec un savant, un prestigieux savant, apprend-on très vite, et il est en train de mettre au monde des septuplés, en fait, là, sept charmants poupons. Ils sont poupons là, mais plus tard, comme vous allez bien le constater, ils ne sont pas longtemps. Et ce sont les fameux Johnson, du nom du fameux médecin. Ce sont des genres de bébés éprouvettes, résultat d'expériences génétiques, mais aussi, comme on l'apprend 10 minutes plus tard, d'expériences magico-magiques, parce que notre savant, futur prix Nobel, si ça se trouve, c'est aussi un adorateur de la créature Lovecraftienne Xangadix, le redoutable dieu fœtus d'une peuplade, je l'ai noté, je ne me rappelle pas c'est quoi leur nom, mais une vraie peuplade en vérité, dans un vrai endroit, peut-être qu'on en reparlera tantôt. On est full pin dans le Lovecraft là-dedans, puis notre monsieur, c'est ça, c'est bébé éprouvette, c'est pas uniquement pour l'amour de la science qui les a mis au monde, c'était peut-être un petit peu plus par amour de Xangadix, et des fins cthulhuïdes et Lovecraftiennes. Du coup, 20 ans s'écoulent. On a une mère et sa jeune fille qui est genre fin adolescence, 15-17 ans, ce genre d'âge-là. Elle a des cauchemars, la jeune fille, un peu appel de Cthulhu. Là. Elle a des visions cauchemardesques et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a un lien avec à la fois les redoutables Johnson et le non moins redoutable Xangadix. Parce que le truc, c'est que notre savant, etc., et le complot, en vérité, le complot d'occultistes dont il fait partie, eh bien, ils ont ramené Xangadix, le dieu fœtus, dans sa prison d'ambre. Ils ont ramené cette divinité en Occident, et c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée si vous voulez assurer que l'humanité ne meurt pas dans les mains d'une créature Lovecraftienne. Mais si vous êtes un adorateur, évidemment, de cette créature Lovecraftienne, c'est une très bonne idée. C'est ça que vous voulez faire. Mais règle générale, à part les cultistes, tout le monde est contre l'idée, particulièrement nos héros qui vont se dire que finalement, nos héroïnes, en vérité, aidées d'un professeur d'anthropologie qui connaît très très bien la terrible religion de Xangadix, eh bien, c'est ça, ils vont se rendre compte que peut-être que ça serait une bonne idée de contrecarrer les plans apocalyptiques de cette divinité et des cultistes, mais le problème, c'est que entre eux et le salut de l'humanité se dressent les 7 redoutables Johnson, les gens d'Antéchrist de notre histoire, qui sont à la fois des anges exterminateurs, des Michael Myers, et les genres de créatures de Dunwich, là, c'est ça, ils sont à la fois, comme Yog-Sothoth, la porte et la clé. Là. Ils sont ce par quoi l'apocalypse va s'en venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter les Johnson. Honnêtement, ça vaut la peine, et voici pourquoi. C'est très cool. Quand j'étais, dans ma vingtaine, on va dire, j'avais vu la pochette en VHS. Puis la pochette en VHS donne une très bonne idée du charme du film. En quelque part, je l'ai encore dans mes boîtes quelque part, parce que il y a une aura dans ce film-là. Puis je pense que j'ai mentionné en introduction qu'il y a aussi une maladresse. Puis ça aussi, je vais en revenir, parce que tous ces films-là, néerlandais en général, ils ont toujours un certain nombre de fautes
pas exactement techniques, mais certainement des fautes de goût, tu sais, des trucs un peu bizarres qui se passent ici. Bon, il y a une question de grève des boueurs qui marche, ok, narrativement, là, parce que ça rentre en vérité dans le thème apocalyptique, mais aussi, bref, en tout cas, c'est ça. Il y a quand même des affaires bizarres qui se passent. Ça paraît que c'est des films avec ces budgets, bon, puis des fois les copies sont pas super belles, puis par des fois, je veux dire tout le temps, j'ai jamais vu une vraiment belle copie d'un de ces films-là. Mais ce qu'il y a en même temps, puis tout ce que je viens de dire, en vérité, n'affaiblit pas ce qui va suivre, les qualités. Si ça se trouve, ça les renforce. Ben, c'est cette atmosphère vraiment bizarre dans le film. Il y a une musique techno, là, je rentre dans les trucs qui vont à l'encontre de l'atmosphère bizarre parce qu'il faut quand même comprendre que c'est une créature hybride, là, encore une fois, comme comment il s'appelle, Wilbur Whateley, n'est-ce pas, et son frère jumeau qui ressemble beaucoup plus à son père dans l'horreur de Dunwich, n'est-ce pas? Ce sont des créatures hybrides à mi-chemin entre, je pense, Yog-Sothoth dans Dunwich Horror et l'être humain. Ben, ici, on a une créature hybride avec les Johnson entre le film vraiment de qualité artistique extrêmement discutable et l'extrêmement bon film de genre d'horreur et Lovecraftien. Celui-là, et c'est vraiment un excellent, excellent, excellent film Lovecraftien. Parce que c'est ça, ayant dit que oui, des fois, bon, la musique est un peu pas ce qu'on imaginerait d'un film comme ça, quoiqu'elle est excellente. Et la musique a gagné le Grand Prix de la musique d'Avoria. Au Festival d'Avoriaz, ils ont gagné un prix spécial. Puis la musique est super, super, super bonne. Mais tu sais, à la fin, le générique de la fin, c'est une tune techno sur Xangadix, là, tu sais, yeah, Xangadix, un peu technotronique, là. Ben, c'était quand même un petit peu spécial comme choix artistique. Mais ceci étant dit, ben c'est ça. Quand on regarde la pochette des Johnson, qu'est-ce qu'on voit dans la cassette VHS? Essentiellement, on voit un gars tout nu, torse nu sur la pochette de la VHS et sur l'affiche, mais dans le film, je vous confirme, ils sont tout nus, là, full frontal, comme on dit, les 7 gars qui se promènent, comme on dit, bouchez les oreilles de vos enfants et de vos amis aux âmes sensibles, la bite à l'air, excusez, c'est ça, là, je veux dire, c'est... Mais ils se promènent comme ça, tout nus, peinturés en blanc ou avec une genre de poudre blanche, avec une sorte de tête de champignon, parce qu'il y a peut-être un lien avec les champignons, quelque chose comme ça, mais ils ont vraiment une bouille de cultistes fous furieux. Puis le film, ce qui transmet, c'est cette atmosphère-là, dans quelque part, qu'est-ce que c'est être face à face à un cultiste de ces créatures-là, à une de ces créatures-là, une créature Lovecraftienne, donc, et à, c'est ça, un adorateur de la créature. Puis j'ai mentionné, je pense, Michael Myers tantôt, nos 7 Johnson ont vraiment ce type de présence, je ne veux pas dire archétypale, là, mais ils ont cette qualité-là de Michael Myers, là, The Shape, là, dans le film, comme on les appelle dans les premiers films de Carpenter. Cette présence silencieuse, maléfique, le mal incarné, cette aura de puissance maléfique incarnée. Puis ici, ils sont 7, et il y a beaucoup de séquences en flashback, puis des séquences plus ou moins de rêves, puis d'hallucinations. On visite l'hôpital à un moment donné où ont été internés les Johnson, puis ils ont massacré, là, je veux dire, les employés au moins une fois, un massacre total, là, genre 20 ou 30 personnes. Quand ils sont petits, ils font ça, c'est pour ça qu'ils finissent par se faire enfermer sans jamais qu'on ne les revoie, du moins l'espérait-on. Mais c'est ça, ils finissent par se sauver, là, je vous vends un punch, et ben c'est ça, là, cette séquence-là où on les voit dans l'asile psychiatrique complètement tout nus, en train de peinturer leurs symboles occultes Lovecrafto-Xangadixiens sur les murs. C'est ça, tout nu, couvert de sang, à la fois enfant et adulte, là. Il y a un choc qui s'installe. Puis cet élément de la nudité-là, j'insiste un peu lourdement là-dessus parce que il se produit la même chose que dans Watchmen avec Dr. Manhattan, où la nudité des personnages, masculins en particulier, au lieu de sexualiser,
le personnage ou les acteurs ou ce qu'on voit, il les déshumanise à la place. Ça fait vraiment d'eux des genres de créatures à la fois animales, brutales et surnaturelles. Il y a une absence totale d'individualité et de volonté humaine chez ces personnages-là. Ces enfants-là, les Johnson, ne sont clairement pas humains. Cette présence maléfique, non humaine, hyper atmosphérique, vraiment bizarre, avec leur culte bizarroïde, très, très, très atmosphérique et étrange et troublant. Ben, ces créatures-là, ces Johnson-là, ces Michael Myers-là, ben, ce sont aussi des monstres de slasher, en quelque part. Ils traquent nos héroïnes, puis d'autres personnes un peu dans le film, mais principalement les deux héroïnes, et leur courent après, comme Michael Myers. Puis on a ce genre de qualité-là. Alors, c'est un peu différent qu'Halloween parce que j'avais oublié ça, mais j'ai réécouté un petit bout de tantôt pour me le remettre en mémoire. Et il passe la moitié du film en camping, là, je vous le dis. Puis j'étais pas sûr quand je l'ai vu si ça allait marcher. Là, ça me tentait pas de les voir aller en camping, je vais vous le confier. Mais ça fonctionne très bien parce que ça renforce cette atmosphère non civilisée ultime, qui n'est pas sans faire penser, si on veut, par exemple, à la séquence dans la nouvelle là, de l'appel de Cthulhu où l'inspecteur Legrasse et ses copains tombent sur le culte en Louisiane. Ben, c'est très, très, très comparable en vérité. Puis évidemment, dans les histoires de Lovecraft, on est toujours dans des endroits reculés, très fréquemment, en tout cas, en Australie, je pense, dans Shadow Out of Time, le pôle Nord, dans Mountains of Madness, etc., etc. Donc, c'est ça, on est en plein dans le ton, en quelque part. Puis, c'est ça, je craignais que ça se réduise en une longue séquence de slasher de 45 minutes, essentiellement, là, comme je disais, à peu près la moitié du film, à partir du moment où les filles arrivent sur leur terrain de camping. Mais non, le film maintient mieux que ça l'attention qu'il essaie de mettre en place. Puis je pense qu'on peut dire qu'il tient son pari. Puis il se rajoute à ça aussi l'histoire en parallèle qui est racontée avec ce professeur d'anthropologie. Lui vient du Suriname, qui est l'ancienne Guyane néerlandaise, donc une colonie néerlandaise qu'ils ont conservée aller jusqu'au 20e siècle, crois-je comprendre. Donc c'est en Amérique du Sud, c'est le nord de l'Amérique du Sud, si vous voulez. Donc apparemment, sur place, ils ont une religion qui, apparemment, dans la vraie vie, est très, très proche, à beaucoup de points de vue, de ce qu'on voit dans le film. Je sais pas. Je ne sais pas si Xangadix est une vraie divinité, mais la magie qu'on finit par voir dans le film, puis entre autres, telle qu'elle est pratiquée par ce savant, donc qui vient de cette culture-là, plus ou moins, ou ses parents viennent de cette culture-là, quelque chose comme ça. Et donc, lui, c'est anthropologue, donc scientifique, mais qui finit par, ben voilà, lui, il finit par comprendre le truc magique, et puis c'est un peu, lui, la clé de mise en place des rituels, s'il y en a, qui vont peut-être permettre à l'humanité de survivre à cette grave bévue que fut de ramener Xangadix en Occident. Encore une fois, si ce que vous voulez faire dans la vie, c'est ramener Xangadix sur Terre, ben, c'est pas une bévue, c'est fait exprès. Mais pour le reste de l'humanité, là, c'est comme les voisins bruyants. Pensez un petit peu aux autres. Là. Donc, si vous voulez ramener une créature Lovecraftienne sur Terre, commencez par vous demander qu'est-ce que vos voisins en penseraient. Voilà. Petite vanne à mes voisins, là. Bon, bref, ceci dit, qu'est-ce que c'est? Donc, les Johnson. Au final, ce film-là a cette qualité-là vraiment unique, cette atmosphère hyper dense, Lovecraftienne, maléfique, mélangée au truc de slasher à la Michael Myers. Il y a vraiment un parallèle entre les deux. Le type de présence que Michael Myers représente, là, ce qu'il dégage à l'écran, dans l'asile psychiatrique en particulier, là, tu sais, toutes ces séquences-là, dans Halloween, quand il se sauve, là, un peu ce genre d'aura-là. Il dégage un petit peu le même genre de principe. Puis là, le côté, bon, traqueur, les monstres qui traquent la fille, etc. Mais principalement, ce côté surréaliste. Il y a un côté David Lynch, que j'ai pas mentionné, mais les visions de Xangadix, surtout dans les rêves, que quand notre savant, c'est ça, le deux-ronds chirurgien ou généticien, peu importe, le docteur au début, ben c'est ça, quand il va rencontrer Xangadix dans son marais magique, ça m'a fait vraiment beaucoup penser
entre autres aux séquences des navigateurs dans le Dune de David Lynch. Si vous l'aurez écouté, c'est très hallucinatoire, bizarroïde. Dans The Return aussi, là, saison 3 de Twin Peaks, 118 épisodes, qui est malade mental. Une des meilleures affaires que j'ai vues de ma vie, c'est hallucinant. Puis une des raisons, entre autres, pour lesquelles c'est aussi bon, mais c'est parce que justement, il y a cette qualité hallucinatoire, on passe beaucoup de temps dans d'autres dimensions. Ben, cette atmosphère-là, puis ce genre de touche visuelle, là, les détails étranges, puis les effets de caméra bizarres, quoi, c'est tout analogue, c'est pas des trucs digitaux, là, c'est probablement des effets relativement faciles à faire, mais qui sont très bien trouvés, très créatifs, puis qui donnent un effet onirico, Lovecraftien, là, je dis, ben c'est ça. On est dans l'atmosphère des créatures anciennes, des grands anciens, puis des cultistes, puis des entités maléfiques, puis des divinités extradimensionnelles, etc., etc. Puis vraiment, ça marche vraiment très, très fort. Le côté brut, animal des Johnson, mais c'est ça, c'est pas purement des brutes animales parce qu'il y a une volonté. Mais le truc, c'est que c'est pas une volonté humaine, c'est une volonté de créatures, c'est ça, Lovecraftienne, de démons, de dieux anciens, essentiellement, de dieux anciens. Fait que c'est vraiment ça. Fait que même si, ouais, les trucs de cave des éboueurs, quoi que ça marche, mathématiquement, c'est cool, mais même si les éclairages sont un peu bizarres des fois, beaucoup de choix, en vérité, de mise en scène, qui sont très typiques, encore une fois, de certains choix des films néerlandais. Là, je pense à The Lift. Ben, The Lift, c'est une histoire d'ascenseur meurtrier. C'est très, très cool, incidemment, j'ai adoré ça. Mais notre héros, c'est un réparateur d'ascenseur avec une jaquette bleue, là, puis pas son temps à se promener dans les ascenseurs. Ben voilà, quoi, là, tu sais, c'est un peu spécial, là, tu sais, bon. Puis, fait qu'il y a un peu ce genre de truc-là dans les Johnson, mais comme je dis, ça rajoute ultimement à l'étrangeté du film. Puis cette étrangeté-là, c'est le cœur, l'essence du film. Une étrangeté, moi, qui m'est restée même de nombreux mois après avoir vu le film. Je l'avais ressenti dès que j'avais vu la pochette en VHS et la description du film. Elle m'a hanté pendant les genre 20 ans que ça m'a pris pour trouver une copie du film. Puis quand enfin j'ai écouté les Johnson, je l'ai ressenti tout le long bien plus intensément encore que je ne le croyais et ne l'espérais. Et je vous confirme que bien des mois plus tard, j'y repense encore avec un mélange d'admiration et d'angoisse Lovecraftienne. C'est vraiment très cool, les Johnson. Maladroit, un peu boboche par moment, mais vraiment très, très cool. Ça fait que ça va je vous le dis, là, ça peut peut-être vous prendre des efforts pour en trouver une copie. Je ne sais pas en Europe si c'est plus facile, bon. Mais ça vaut la peine de le dénicher. C'est très, très cool, particulièrement si vous aimez les films fantastiques inusités, puis si vous êtes un amateur de Lovecraft, il faut absolument, de films Lovecraftiens, il faut absolument trouver une copie des Johnson et vous initier au terrible et redoutable culte de Xangadix. Si vous êtes un amateur de films basés sur l'œuvre et la sensibilité du grand maître de Providence H.P. Lovecraft, eh bien, j'en parle, je crois, dans plusieurs vidéos sur cette chaîne, en particulier celui que vous trouverez quelque part ici. Voilà, Cthulhu Fhtagn, vie longue et prospère, portez-vous bien, à la prochaine!